Cause Studio. L'enregistrement a démarré. Bonjour Marine. Bonjour. Ça va ? Ça va. Super. Bienvenue chez Europe Écologie Les Verts. Merci de nous recevoir. Effectivement, d'habitude, on est plutôt au studio à la maison. Et du coup, là, on a fait le déplacement pour cet enregistrement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique. Aujourd'hui, c'est pas une mince affaire, on s'attaque à l'écologie politique. On entend de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que la crise écologique et du coup climatique, de la biodiversité, sociale, etc. ne pourra trouver de solution qu'avec des mesures politiques fortes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de déceptions de ce côté-là ces derniers temps de la part des citoyens. Pour répondre à mes questions du jour, donc je suis accompagné de Marine Tondelier, la nouvelle grande chef des Verts. Merci de nous accueillir dans les locaux du parti, du coup. Vous êtes la nouvelle secrétaire nationale de EELV. Si on cherche des infos sur toi sur Internet aujourd'hui, on trouve depuis un mois, en gros, que tu es végétarienne, que tu t'es opposée au RN à Hénin-Beaumont depuis 10 ans, 15 ans, que tu veux émanciper les Verts de la NUPES et que tu es engagée avec les Verts depuis 2009. Alors, on te connaît un peu moins que Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, mais ça fait très longtemps que tu es dans le paysage politique quand même. Alors, avant de commencer, du coup, on va essayer d'aller un peu plus loin ensemble que ces 4 infos-là. On va essayer de comprendre ta vision de l'écologie, ce que tu souhaites imprimer comme vision aussi pour le parti pour les prochaines années, et rentrer un peu dans aussi ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui ne fonctionne pas dans l'écologie en France. Avant de commencer, je voulais quand même te poser une question que je pose la plupart du temps à mes invités. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de l'urgence climatique, de la situation climatique? Vaste question, vous avez 6 heures. Je fais partie des gens qui ressentent beaucoup d'éco-anxiété, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, j'ai réussi à être en paix avec cette idée, pas juste à vivre avec, mais à ce que ça ne m'empêche pas de me mobiliser, et surtout à ce que ça ne m'empêche pas, ce à quoi je tiens beaucoup, de porter une écologie de la joie, une écologie enthousiasmante, émancipatrice, et avec de la lumière au bout du tunnel. Rien ne sert de maudire les ténèbres, comme disait Lao Tse, il faut aussi savoir allumer des bougies. Et en fait, pour moi, l'écologie de la joie, c'est pas juste une fin en soi, c'est aussi un chemin. C'est-à-dire que si je ne portais pas ça, si mon état d'esprit n'était pas positif et joyeux, alors je serais incapable de continuer d'avancer. Et c'est le chemin que j'ai choisi tout en ayant beaucoup de respect pour celles et ceux qui n'y arrivent pas ou pas encore. J'étais au procès lundi de dernière rénovation. Vous savez, ces jeunes qui ont bloqué les périphes, qui ont fait des actions un peu coup de poing et dont certains sont vraiment dark, comme dirait l'autre, en me disant mais de toute façon, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et puis, s'il faut aller en prison, on ira en prison. Et donc, du coup, je dialogue beaucoup. Enfin, j'ai bien conscience de l'écosystème et de l'état mental où en sont les uns et les autres face à des constats identiques. Je pense qu'on est très alignés sur ce qu'on pense des risques qu'on encourt. Et après, chacun s'adapte avec son tempérament, avec son histoire, avec ses espoirs, à comment il arrive à se mobiliser. En tout cas, moi, la voix que j'ai choisi de porter, c'est celle-là. Et je pense qu'il y a tellement de désespérance dans ce pays que juste agiter ça, juste s'indigner, je le fais de manière assez naturelle, mais je me force toujours à proposer un truc positif à la fin. Parce que si on suscite juste les colères, si on agite juste les indignations et qu'on s'arrête là, alors c'est très frustrant, pas juste pour nous, mais pour celles et ceux qui attendent de nous des solutions. Il faut qu'on arrive à dessiner un univers et un horizon joyeux à tout cela, que cette société, mais je pense que c'est l'objet de votre podcast, donc ça tombe bien, de montrer qu'en fait, avec l'écologie, ceux qui veulent raconter que l'écologie c'est punitif, que c'est contre les pauvres, etc., à un moment, il faut se demander qui c'est et pourquoi. Celles et ceux qui ont intérêt à ce que les pauvres pensent que l'écologie c'est pas pour eux, c'est quand même celles et ceux qui sont souvent riches et très riches et qui ont envie de le rester et de continuer à exploiter les ressources humaines et les femmes et les hommes. Donc il y a tout ce truc-là de pas rentrer dans ce jeu, de pas non plus être sur la défensive, mais de dessiner cette société écologique à laquelle ont quand même intérêt 99% des habitants de ce pays et du monde. La question supplémentaire qui va avec ça, c'est une question que je pose pas d'habitude, mais du coup j'ai enregistré un épisode la semaine dernière avec un invité sur l'éco-anxiété justement, et la question finalement c'est pas comment est-ce qu'on se sent, c'est est-ce que tu es heureuse? J'essaye, c'est un principe de vie, quoi qu'il advienne, de le rester. T'as parlé du coup juste avant d'écologie de la joie. Quand on fait quelques recherches aussi, tu parles d'écologie de la joie, tu parles aussi d'écologie pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu articules ces deux termes ensemble?
Alors, quand je dis écologie pragmatique, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire peur aux gens en leur présentant un truc genre l'écologie idéale de la personne parfaite qui fait tout bien, qui n'a rien à se reprocher. La vérité, c'est que y a plein de gens qui ont déjà des comportements écologiques. Vous savez, quand on calcule son empreinte carbone, alors évidemment, je suis végétarienne depuis 2009, je ne prends plus l'avion, je suis en train de discuter dans le cadre du mandat, il y a des gens qui disent il faut que tu ailles en Outre-mer, je dis oui mais j'ai dit que je prenais plus l'avion, oui mais peut-être que pour ça il faut le faire. Enfin, on peut avoir des débats mais en général... Il y a des cargos aussi, hein, ça prend 15 jours. Mais... Oui, puis il y a l'aller, le retour, enfin bref, peut-être que des gens ont envie que je parte du territoire métropolitain pendant 2 mois. Bref, tout ça est à regarder. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des gens qui font attention, parfois par nécessité d'ailleurs, la sobriété subie. Il y en a qui aimeraient bien la choisir, la sobriété, plutôt que de la subir. Mais faire attention à son chauffage, je pense que tout le monde le fait. Faire attention à son consommation de viande, même pour ceux qui en mangent encore, c'est quand même de plus en plus de monde. L'avion, les vols intérieurs, je pense que tout le monde a compris que c'était débile, même ceux qui le font encore, ils le savent au fond d'eux. Les gens font de plus en plus attention. Mais il y a une grande partie de notre empreinte carbone, quand on va sur le calculateur de l'ADEME, qui est en fait... la consommation des administrations, votre maison, que vous n'avez pas forcément les moyens d'isoler. Donc, pour moi, il faut se décomplexer aussi de ça en se disant, il y a les leviers que nous, on a personnellement, mais la réalité, c'est qu'être écologiste dans une société qui ne l'est pas, c'est une tannée. Que moi, quand je suis devenue végétarienne en 2009, je peux vous dire qu'à Hénin-Beaumont, à part à la baraque à frites, c'était quand même compliqué en réalité, parce que même le concept était incompris et j'avais pas envie d'expliquer un quart d'heure, donc voilà. Plus faire du vélo, c'était dangereux, il y avait rien prévu pour. Et en fait, il y a ce truc qui est pas normal, que dans la société française aujourd'hui, les comportements écologiques sont pas facilités. Y compris prendre un transport en commun aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu très compliqué dans plein d'endroits en France, pas juste à Paris. Moi, dans les Hauts-de-France, le TER Lens-Lille, c'est quand même très compliqué. C'est vraiment, c'est pas fiable. Donc les gens finissent par devoir reprendre leur voiture, etc. Et donc, ce qu'on souhaite à la fin, c'est une société qui facilite les comportements écologistes et vraiment nous facilite la vie quand on a les comportements qui sont bons pour l'écologie. Aujourd'hui, par exemple, des agriculteurs conventionnels sont plus aidés que des maraîchers bio à qui on a retiré les aides au maintien. C'est pas normal. Donc c'est bien. Et d'ailleurs, ce qui est rassurant, c'est que ça montre l'importance des politiques publiques. C'est pas juste, il faut arrêter de faire tout peser sur les épaules des gens. Évidemment que les comportements individuels, ça compte, mais faire culpabiliser les gens en disant que c'est parce qu'ils n'ont pas éteint leur wifi la nuit qu'il y a la crise énergétique, alors que on a 26 EPR sur 56 qui ne fonctionnent pas, parce que les écologistes disaient depuis longtemps qu'il y a un problème dans cette filière nucléaire. Voilà, il faut que chacun prenne quand même ses responsabilités. Sur ces sujets, on y reviendra effectivement sur l'importance de la responsabilité de la puissance publique. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé au début ? Au-delà du végétarianisme, c'était quoi le pourquoi profond ? Je me suis engagée en 2009 au moment des européennes. Alors j'étais déjà écologiste, moi toute petite. Déjà je triais mes papiers. À la fin de l'année, j'allais apporter tous mes papiers à la déchetterie pour mettre dans la benne des papiers. Tout ça, c'était un truc, je pense comme plein d'enfants en fait, par ailleurs. Et puis j'étais plutôt Greenpeace, Ligue de protection des oiseaux, écologiste, environnementaliste, plutôt associative. Et vient en 2009. En plus. Comment ? Très biodiversité. Ouais, puis vraiment sensibilisée, consciente, amoureuse de la nature. J'étais beaucoup, quand j'étais petite, à la montagne, dans le parc national de la Vanoise. On faisait beaucoup de randonnées. Enfin, voilà. Préoccupée par l'avenir de tout ça. Et en 2009, viennent les élections européennes. Moi, en 2007, ma première présidentielle, j'avais voté pour José Bové. J'avais bien aimé son histoire de démontage de McDo. Et je vois en fait qu'il vient à Lille pour un meeting des européennes. Et donc, j'y vais, mais vraiment par curiosité. Et je ressors avec un peu de trucs impulsifs, instinctifs, où je dis, mais vraiment, j'étais alignée avec tous ces gens dans cette salle. Je sentais bien les vibrations de la salle. Je lisais les t-shirts. Les gens avaient tous des t-shirts à message. C'était la grande mode de l'époque. Non nucléaire, non aux OGM, la bande de Gaza. Enfin bref, je lisais ces trucs en me disant, mais je suis hyper d'accord avec eux. Ça fait très longtemps dans ma vie, en habitant à Hénin-Beaumont, en étant étudiante et tout, que j'étais pas dans une salle avec que des gens, j'étais hyper d'accord avec eux sans les connaître, j'ai l'impression qu'on était une famille. Et donc je me suis dit en sortant, j'adhère. C'est comme ça que j'ai mis mon premier pied chez les Verts à l'époque. Et puis il se trouve que mon maire a été révoqué à peu près au même moment pour avoir détourné 12 millions d'euros. Enfin, il y avait 18 chefs d'inculpation qu'il avait fait tout ce qui était possible de faire, je pense, de mal quand on est maire. Et il y a une municipale partielle et donc directement, je me suis retrouvée en campagne. D'une manière générale, les citoyens trouvent que les décideurs politiques ne sont pas assez formés aux enjeux du climat.
C'était un peu le cheval du bataille du collectif pour un réveil écologique qui s'était donné la mission d'essayer de former le plus de députés possible. Qu'est-ce que toi, tu as suivi comme formation sur les enjeux climatiques et auprès de qui ? Moi, je suis en formation permanente, de fait, parce que quand très jeune, je devais avoir entre 25 et 27 ans, vous vous retrouvez la seule élue écologiste de votre agglomération. J'étais à l'agglomération d'Hénin-Carvin, on était 2. Et en fait, les délibérations arrivent et vous devez vous auto-former parce que en fait, tous les maires, les élus de tous les groupes politiques en pensent quelque chose. Mais vous, si vous prenez la parole, c'est en tant qu'écologiste. Et donc, vous êtes amené sur des délibérations hyper complexes, sur le réseau d'assainissement d'eau, sur la politique du territoire, sur l'aménagement, sur l'artificialisation des sols, à devoir faire une interv de 2 minutes sur le tas et qui soit pertinente et qui pose des enjeux que vous seul allez poser, et souvent en passant d'ailleurs par une grosse reloue. Parce qu'à l'époque, il y avait un unanimisme sur plein de politiques, et quand vous arriviez en disant qu'il faut arrêter d'urbaniser les terres agricoles, ce qui paraît plus évident aujourd'hui, mais à l'époque, ils disaient c'est encore la reloue, voilà. Rien que je levais la main, j'entendais dans la salle, et il fallait quand même le faire avec le sourire et avec la petite satisfaction quand même au bout de quelques années de voir que les gens disaient oui, là-dessus t'avais dit, on se rappelle, c'est toi qui nous avais expliqué en premier, puis maintenant on sait, et de voir un projet de territoire écologique qui a été mis en place, qui a été voté il y a quelques temps. Donc vous voyez, moi, j'ai été beaucoup formée sur le tas par l'expérience. Et puis, on a un institut de formation des élus écologistes avec qui on travaille beaucoup, qui m'aidait plutôt, là, pour le coup, sur la forme et sur la méthode, parce que j'étais élue d'opposition dans une ville Rassemblement National, tu l'as dit, où c'était un peu complexe. Il fallait apprendre à ne pas se faire poursuivre en diffamation, à ne pas être condamné en diffamation et à prendre la parole quand même quand le maire ne veut pas vous ouvrir le micro. Donc ça, c'était autre chose. Mais je pense que je ne sais pas, les dirigeants actuels, si c'est vraiment de formation dont il manque. Moi, je pense qu'ils sont en dissonance cognitive, c'est-à-dire que chacun, au fond de sa tête, sait quand même ce qui se passe. Bon, celles et ceux qui pensent que tout va bien et que le dérèglement climatique, c'est pas vrai, je pense qu'on ne peut pas quelque chose pour eux tout de suite, mais que c'est une très, très faible minorité des personnes et des élus. Tous les autres, ils savent. Ils savent, mais... Il y a savoir et il y a comprendre les enjeux aussi. C'est ça. Et puis, moi, en 2000, il y a un livre qui sortait en 2017 qui s'appelle « Le syndrome de l'autruche » qui m'a beaucoup touchée, qui raconte à quel point le cerveau humain n'est pas conçu, n'est pas prêt à concevoir le changement climatique. C'est-à-dire que même si vous l'expliquez, en fait, on le sait, mais il y a forcément plein de diversions qui sont mises en œuvre dans notre cerveau parce que c'est trop violent, que c'est trop tout de suite, qu'on n'a pas prise, que même si nous on fait tout bien et que les autres le font pas, ça marche pas, et qu'il y a une sorte de sentiment d'impuissance, de trucs trop éminents, trop énormes pour que vraiment à chaque seconde de notre journée on puisse avoir ça en tête et que ça aille bien. Et que du coup, on met en place plein de stratégies d'adaptation, de diversion, en essayant de se convaincre que ça va bien se passer. Et donc, dès qu'il y a une étude qui sort, qui laisse apparaître un petit truc positif, on s'y raccroche de toutes nos forces en se disant que ça va aller, puisque d'ailleurs, sinon tout le monde paniquerait. Et comme la société ne panique pas, c'est qu'en fait, ça va aller. Et quelque part, ça, c'est dangereux, parce qu'à la fin, nos mécanismes de mode survie activés, en fait, ne se mettent pas en route. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut former nos dirigeants, et en tout cas, Juste à pas faire l'autruche. Faire en sorte qu'ils soient intranquilles. Quand on est écologiste, on est intranquille. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le confort de dire tout va bien se passer, on continue comme ça, oui, ce serait mieux qu'on fasse autrement, mais c'est pas grave. Et je pense que chacun a intérêt à être dans ce confort de c'est pas grave, parce que, en plus, il y en a beaucoup qui estiment qu'ils ont à perdre leur mode de vie, leur quotidien. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils pensent. Donc je pense que c'est plutôt là le nœud du problème, de faire en sorte qu'ils sortent de leur zone de confort, et que s'ils le font pas d'eux-mêmes, c'est peut-être à nous de rendre inconfortable leur zone prétendue de confort. Nos dirigeants n'ont pas forcément besoin de formation, mais de sensibilisation. C'est ça. Alors après, c'est sûr qu'une fois qu'ils ont vraiment décidé d'agir, il faut rentrer dans le technique, et qu'il y a besoin d'experts pour dire ce qui est possible, ce qui n'est pas, en combien de temps, ce qui est souhaitable sur les questions énergétiques, par exemple. C'est sûr que c'est un peu ardu, mais voilà. Je pense qu'il faut... Et la question du nucléaire est intéressante, d'ailleurs. On en reparlera... si on en parle tout à l'heure, c'est bien, mais voilà, il y a un truc du risque nucléaire. Il y a une légende nucléaire qui veut que ce soit indépendant, ça marche bien, tout roule, le fleuron de l'industrie française, les déchets, on sait les traiter. Et la sûreté nucléaire, on est en France, il y a l'autorité de sûreté nucléaire, tout va bien. C'est faux. Tous ces arguments sont faux. Et donc, soit on veut vivre dans le monde merveilleux du nucléaire qui sauve la France, et c'est très confortable, soit on aborde les sujets de front et ça l'est moins. Et la question est comment on fait en sorte qu'on ne puisse jamais détourner le regard de ces enjeux-là,
Pas juste pour être dans le confort aujourd'hui, mais pour sauver les générations futures. Pour revenir un peu sur la partie formation, quelle doit être la place d'un organe comme le Conseil pour le climat ou pour le GIEC au sein d'une démocratie? Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que je me mets à leur place, c'est assez déprimant parce qu'il y a un consensus scientifique inédit, je pense, dans l'histoire autour de ce qui va se passer. Et je pense qu'ils peuvent avoir la sensation de vivre un moment de solitude permanent, c'est-à-dire qu'ils sortent des rapports de plus en plus inquiétants, qui sont sur la table, qui sont officiels, qui disent des choses dures, qui nous disent aussi qu'on a très peu de temps. Et les gens disent ok, oui, c'est bon, merci. Et on sent pas l'affolement. Le I want you to panic de Greta Thunberg, moi, m'a beaucoup touchée parce que c'est exactement ce que je ressens. Je ne comprends pas qu'ils paniquent pas. Et je ne sais pas si c'est du déni, si c'est du tempérament, si c'est une contenance qui se donne. Je ne comprends pas. Et quand je vois à côté de ça qu'on continue à balancer J'étais très émue, là j'ai fait une émission de télé et ça a commencé, ils avaient mis sur C'est ce soir à France 5, on commençait sur ces images de la montagne sans neige et des canons à neige qui en fait crachent de l'eau sur de la pelouse à plus 6 degrés, donc ça ne sert à rien à part vider la nappe phréatique. J'ai été très touchée par ce que j'ai vu à Sainte-Soline quand je suis allée à cette fameuse manifestation où en réalité, on se dit tiens, il n'y a plus d'eau. Problème, cas d'école anxiogène pour moi. Il n'y a plus d'eau, il y a la sécheresse. C'est en partie, en tout cas dans cette zone-là, dû au modèle d'agriculture productiviste. Donc, un cerveau normalement constitué se dirait ce mode d'agriculture productiviste nous conduit là, qu'est-ce qu'on fait? On invente un autre modèle agricole. Là, non, dans ce principe de fuite en avant continuelle, et c'est pareil avec les canons à neige à la montagne, on se dit, en fait, on va faire des bassines où toute l'eau qui reste dans les nappes phréatiques, on la remonte, on la met dans une bassine privatisée pour ceux qui ont payé la bassine. C'est-à-dire que les agriculteurs qui étaient en bio, qui faisaient attention, quand il y a l'arrêté de sécheresse l'été prochain, ils sont touchés, donc ils n'ont pas le droit de prélever d'eau. Mais eux, comme ils ont pompé la nappe phréatique, donc du coup, l'arrêté de sécheresse arrive plus tôt et plus violent, eux, ils ont mis toute leur eau dans une bassine, ils ont dit c'est à nous, donc ils ont le droit d'utiliser leur eau. Et je me dis, mais à quel moment on laisse faire ça? Oui, c'est juste pas possible. Et quand je vois ça, ou quand j'entends Emmanuel Macron le soir des vœux dire qui aurait pu prévoir le réchauffement climatique, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Grande phrase, ouais. Ils font exprès. Ce discours qui a dû être l'un des discours les plus relus de l'année, quand même, y compris Brigitte Macron l'a relu apparemment. Mais ça sert à rien de le relire à 50 si personne ne voit ce truc qui est choquant, pas que pour des écologistes convaincus. Donc du coup, voilà. Ce truc-là m'interpelle beaucoup. Ils ont peut-être compris, c'est peut-être officiel pour tout le monde. Rapport du GIEC après rapport du GIEC, et c'est pas un parti politique qui lit, ce sont des scientifiques. Et même ça nous empêche pas d'être dans cette forme de fuite en avant où l'État, finalement, on a parfois des débats dans ce pays sur la désobéissance civile, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État désobéit tous les jours. Il désobéit sur les seuils réglementaires sur la qualité de l'air, 48 000 morts par an. Ils désobéissent sur les engagements climatiques qu'ils prennent eux-mêmes à Paris. Dans l'accord de Paris, à la France, c'est magnifique, ils ont fait l'accord de Paris, respectez-les. Ils désobéissent sur la chasse, en autorisant en France la chasse d'espèces menacées, protégées. Et l'Union européenne casse un à un ces arrêtés chasse. Ils désobéissent à leurs propres objectifs sur les énergies renouvelables, sur le bio dans les cantines, sur le droit au logement opposable, sur l'accueil des exilés en France. Ils désobéissent à leurs propres lois. Et ça, c'est encore quand ils sont fixés des objectifs. J'ai justement une question à ce sujet qui vient pas de moi, qui vient d'un compte qui s'appelle EcoTalk. Donc c'est Noémie et Thomas qui m'ont envoyé leur question. Je vous la fais écouter. Bonjour Madame Tondelier, nous avions une question concernant les citoyens qui ont le courage de désobéir par des actions non violentes. Est-ce que de votre point de vue, dans un contexte d'urgence climatique, la justice française ne devrait-elle pas se ranger du côté de ce qui est juste plutôt que du côté de ce qui est légal? Est-ce que l'urgence ne justifie pas que les juges doivent dépasser leurs fonctions pour que les choses changent enfin? Merci beaucoup. Question très forte, puisque les collègues nous proposent que les juges entrent à leur tour en résistance civile. Je vais vous donner un exemple des raisons pour lesquelles je continue à être dans une écologie joyeuse et avec, malgré tout, beaucoup d'espoir. Déjà, les actions de dernière rénovation et de voir des jeunes, même des très jeunes, qui se lèvent, qui se laissent pas faire, qui ont beaucoup de courage, qui impressionnent, y compris nos gars à nous qui ont fait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant 40 ans. Ils étaient en procès lundi et mardi dernier pour ce genre d'action. Je suis allée les soutenir lundi. Et donc, le procès de lundi, on n'a pas encore le résultat, on nous reste le 13 février.
Mais le mardi, le juge a décidé de ne pas mettre en délibéré, de rendre tout de suite sa décision. Et il leur a remis une dispense de peine. C'est-à-dire qu'il a reconnu officiellement, en disant en tant que magistrat, mais aussi en tant qu'humain, en reconnaissant la légitimité de leur action, puisqu'il y avait une action de l'État. Tout ça après un petit folklore, puisque moi, quand je suis arrivée à ce procès, je vois William Auckland de la Convention citoyenne pour le climat, je vois Manuel Domergue, que je connais un peu, qui est à la tête de la Fondation l'Abbé Pierre. Et je les vois, et je les connais, hein, et je dis, mais vous êtes là, mais vous êtes témoin pour le procès, ok, mais vous étiez là, vous êtes témoin de l'action, vous étiez là à l'action. Et ils me disent, non, on est témoin de l'inaction. Je dis, mais... Et donc, du coup, ils étaient venus témoigner que l'État n'agissait pas, et que donc, du coup, l'action était légitime. Et vous voyez, ça a convaincu, alors le lundi, on ne sait pas encore, mais ça a convaincu le juge du mardi. Et je me dis, c'est beau quand même. C'est qu'on arrive à un moment où, y compris la justice, dit, en fait, oui, l'État est condamné pour inaction climatique. Ces jeunes, ils veulent pas que... Ils disent que dans 3 ans, c'est trop tard, et c'est pas eux qui le disent, c'est le GIEC. Il y avait un climatologue aussi qui était témoin de l'inaction. Et donc, il reconnaît la légitimité de ses actions. Et moi, quand j'entends le système qui se défend là, en disant ils attaquent des œuvres d'art, ils mettent en danger l'art. Déjà, ils mettent de la soupe sur une vitre. Ils n'ont pas détruit les tournesols de Van Gogh. Et vraiment, à chaque fois que quelqu'un, en général d'une certaine génération, me dit ça en disant mais vous vous rendez compte, je dis écoutez monsieur, souvent c'est des messieurs aussi, écoutez monsieur, vous avez été choqué par cette action. Oui, extrêmement. Et c'était le but, donc ça a marché. Quand ils font ça, c'est aussi pour on parle tout à l'heure de réveil écologique, de sursaut. C'est ça qu'ils veulent. C'est dire au gars, sors de ta zone de confort. Et si tu veux pas entendre, on te le dit plus fort. Et on peut te le répéter, te le répéter, on le fera jusqu'à ce que tu entendes. Donc tu arrêtes de faire comme si tout allait bien, de continuer ta petite vie tranquille et tout ça. Nous, on va vivre l'effondrement. Donc ils ont quand même le droit de le dire, quoi. Voilà, je trouve ça beau de voir cette jeunesse qui se lève. Les débats que ça suscite sont intéressants. Parce qu'au moins, pendant qu'on parle de ça, on parle des bons sujets, c'est déjà ça. Et j'espère que ça continuera. En ce moment, la grande manifestation est en Allemagne contre la réouverture de cette usine mine de lignite. Et donc, on met beaucoup en parallèle justement le fait d'avoir envoyé de la soupe sur cette vitre en parallèle de la destruction d'une église du 19e ou du 18e siècle à cet endroit-là qui avait fait aucun remous dans la presse. Alors, le principal problème de cette mine de charbon, c'est pas l'église du 19e. Bien sûr. C'est que... Je parle en termes d'impact médiatique. Le seul fait d'exploiter cette mine fait que l'Allemagne ne respectera pas les accords de Paris. Et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, ce que je précise quand même, parce que j'ai pas dit sur la question juste avant, sur la désobéissance civile, c'est qu'il faut qu'elle soit non violente. Et ça, c'est des principes qui sont fondateurs aussi chez nous. Et qu'on forme vraiment les gens. C'est pour ça que le gouvernement, qui tout d'un coup l'a interdit, Alternativa, etc., de former à la désobéissance civile, je pense que c'est dangereux. Parce que moi, je fais partie d'une génération qui a été formée et que des manifestations comme à Sainte-Soline, ou comme on va les faire là sur les retraites, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend à manifester, ça s'apprend à faire en sorte que ça se passe bien. Et ce que j'ai dit aux jeunes de dernière rénovation, c'est que moi, j'ai peur quand ils bloquent des périphes à 3, à 4, à 5. Alors ils me disent, là, on est 10, mais 10, c'est pas assez. On a eu un débat avec Usul et Philippe Martinez là, lundi soir dans nos mêmes locaux. On faisait c'est le youtubeur qui organise ça. Et moi, je voulais faire un débat entre Philippe Martinez et des jeunes du climat. Et lui, il leur a dit pareil. Il leur a dit, nous, on a déjà bloqué le périph', mais on était 7000. Et on se met pas en danger d'un cinglé qui tout d'un coup accélère, qui pète un plomb. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça aussi et discuter. Pour ce qui se passe en Allemagne, en fait, c'est normal que quand en 2023, on veuille ouvrir ou agrandir une mine de charbon, la jeunesse et le peuple de l'écologie se lèvent. C'est ça qu'on veut arrêter. Et alors, ce qui est quand même très choquant, c'est quand on voit l'argent qui est dépensé par certains lobbies pour que les énergies renouvelables ne se développent pas ou moins vite ou ne s'installent pas. Et qui sont après les mêmes qui disent qu'il ne faut pas faire les centrales à charbon, ça me choque énormément. Parce qu'on a perdu tellement de temps, et vous voyez la France, je vous parlais de la France qui désobéit, elle s'était fixée comme objectif avec l'Union européenne en 2022 d'être à 22% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. C'est très peu par rapport à d'autres pays. L'Allemagne, par exemple, est là cette année à 49%, il sera à 80% en 2030. Ça, c'est beau. On se dit que ça avance. La France, on devait être à 22% et on était à 19%. On était le seul pays d'Europe qui n'avait pas respecté son objectif. On doit payer des amendes pour cela. Et donc, ça, c'est plus possible de perdre autant de temps sur des trucs où
Je veux bien qu'on dise non, mais on va construire des centrales nucléaires et tout. Le fait est qu'on essaye et que ça marche pas. Et qu'en plus, avec le niveau d'eau, la sécheresse, là, les nappes phréatiques sont 8 à 9 mètres plus bas que prévu. D'ailleurs, les mecs qui ont fait les bassines dont je vous parlais tout à l'heure n'arrivent même pas à remplir leurs bassines. C'est vraiment, quand je vous dis la nature qui se défend, elle finit par le faire elle-même. Et les centrales nucléaires, on ne sait pas comment elles fonctionnent avec des fleuves plus bas. Objectivement, c'est un vrai souci. Cette filière nucléaire, c'est une énergie du passé en réalité. La seule énergie d'avenir qu'on sait garantir, c'est l'énergie renouvelable. Parce qu'en fait, on dit le nucléaire, mais il y a le charbon, mais le charbon, mais il y a le gaz, mais il y a le pétrole. Ok, mais nous, on vous propose, c'est pas un débat entre eux, ces trucs-là. Nous, on vous parle du renouvelable. C'est quoi, objectivement, l'intérêt de certaines personnes aujourd'hui de bloquer les énergies renouvelables? C'est un truc qui me sidère. Et après, pour ce qui est de la situation allemande, il est clair qu'il y a des verts à ce gouvernement et qu'on dit qu'est-ce qu'ils font. Mais moi, je sais aussi que quand ils ont négocié... En fait, soit on se dit que l'écologie, c'est juste la contestation et que c'est plus confortable de juste être dans les manifs et que c'est là qu'est notre place. Soit on se dit que l'écologie doit prendre le pouvoir pour changer les choses. Et tant qu'on n'est pas majoritaire pour le faire seul, alors, et le système allemand permet et même encourage et oblige à cela, on fait des coalitions. Et dans le cadre de cette coalition, ils n'avaient pas le choix. En fait, ils avaient le choix entre deux choses. C'est soit il y avait 4 villages qui étaient détruits pour agrandir cette mine, soit ils faisaient sur le scénario le moins, il n'y en avait qu'un. Et c'est ça, c'est en fait ce qui se passe là-bas, c'est le scénario le plus avantageux en fait qu'ils pouvaient négocier. Je pense que c'est très dur aujourd'hui d'être un vert allemand au gouvernement et de voir la police qui arrête. Alors apparemment, elle n'a pas été arrêtée, Greta Thunberg, elle a été déplacée. J'aime beaucoup ce... Alors, j'ai pas tout vu là-dessus. Eh ben, il y a eu des photos hier de Greta Thunberg portée par 4 policiers. Ça, j'ai vu. Et donc, on nous a dit qu'elle était arrêtée. Et apparemment, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est ils l'ont prise, ils l'ont déplacée pour la mettre ailleurs. Bref, j'espère que c'était en toute non-violence, bien sûr. Et bien sûr que c'est choquant, mais en fait, celles et ceux qui mettent ça sur le dos des quelques verts allemands qui sont au gouvernement, c'est facile. C'est surtout facile parce qu'en général, c'est celles et ceux qui ont fait qu'on en arrive là, qui ont retardé la prise de conscience climatique et qui ont surtout retardé l'action. Et c'est ça qu'il faut que les Françaises et les Français comprennent aujourd'hui aussi, c'est que chaque mois qui passe où on prend du retard sur ce sujet, en fait, on se condamne à des choix absurdes du genre de on est en 2023 et on doit laisser cette mine de charbon ouverte. D'ailleurs, en France, on a réouvert des centrales à charbon qu'on avait prévu de fermer. Pourquoi ? Parce que les EPR ne marchaient pas et que 26 sur 56 n'étaient pas capables de fonctionner cet automne. Et ça, c'est du manque d'anticipation, de préparation. Et si les Verts étaient au gouvernement la semaine prochaine, il n'y a même pas d'élection, donc c'est vraiment un cas fictif, évidemment qu'on se retrouverait avec l'héritage de cette inaction et du temps nécessaire pour remettre tout à plat. Et c'est pas vrai qu'on va construire 6000 éoliennes en une année. Alors, on a beaucoup de choses à couvrir. On va revenir à ce sujet un petit peu après. Tu viens de parler du coup un peu de l'ambition. Est-ce que les partis écologistes sont voués à juste être des partis d'opposition ou est-ce que sont voués à être des partis généralistes qui sont capables de prendre le pouvoir ? Est-ce que tu peux me parler de ton ambition pour le parti écologiste ? Vous avez un rebranding qui est prévu pour cet été. J'avais jamais utilisé ce mot-là, mais je le note. Le rebranding ? Le rebranding. Ça fait partie du. Ouais, déjà, si je dis rebranding, j'ai une motion des Verts qui disent n'oublions pas que c'est la France, tout ça. À la limite en espéranto, mais arrêtons l'anglais, tout ça. Bon, on va transformer la marque EELV. Voilà. Et il y a des états généraux aussi à court terme. Qu'est-ce que ça va changer pour le parti écologiste ? Alors, ta première question est intéressante, c'est est-ce que l'écologie, c'est un truc généraliste qui a un avis sur tout ? La réponse est oui. L'écologie politique, c'est pas juste militer pour l'environnement et l'environnementalisme et les oiseaux et la planète. L'écologie politique, c'est penser le rapport à l'autre, c'est penser les écosystèmes et donc c'est penser l'organisation de la société. Et évidemment que l'écologie politique a un avis sur tout. Alors, je vois que ça provoque de l'incompréhension, défendit madame, mais vous êtes à Calais en train de soutenir les migrants, pourquoi faire, alors que c'est pas ça l'urgence, c'est la planète et tout ça. Bah oui, bien, en fait, c'est la planète et les gens qui vivent dessus. Et les gens qui vivent dessus, on les prend tous, pas juste nos voisins et ceux de notre famille et ceux qui nous ressemblent. Donc, c'est évident. Il faut faire attention, par contre, à pas tomber dans la segmentation de l'écologie avec des gens qui seraient pour l'écologie de pas de frontières, d'autres pour l'écologie écoféministe, d'autres pour l'animalisme, avec quelque part plein de chapelles. Et on a l'impression que tout ça tombe dans une incommunicabilité parce qu'on aurait des débats incessants sur qu'est-ce qui est plus important, ce combat-là ou ce combat-là. Moi, ce que je porte et que j'ai porté très fortement au Congrès, et manifestement, ça a convaincu nos adhérents et nos sympathisants, c'est l'écologie indivisible.
Et quand on propose le rebranding, j'adore ce mot, quand on propose de changer de nom pour s'appeler les écologistes, c'est bien pour montrer qu'on est ensemble et que les écologistes, c'est un tout assez large finalement. Et qu'on ne dit pas, nous, on est écologie et je sais pas quoi, ou écologie avec un adjectif après. Ceux qui veulent mettre des adjectifs après le mot écologie veulent en fait nous diviser, veulent nous mettre dans les cases et veulent nous affaiblir. Et donc nous, on refusera ça. C'est ce qu'on a dit très fortement au Congrès, mais en disant aussi d'autres choses, notamment que nous avons très conscience que la présidentielle a été un échec majeur. Moi, j'avais pas choisi Yannick Jadot comme candidat dans le cadre de la primaire écologiste. Une fois qu'il a été, je suis très loyale à mon parti. Je me suis mise à son service. J'ai fait des mois de campagne. Et y compris lui, d'ailleurs, tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Pour des tas de raisons, ça n'a pas marché. Et donc, ça doit nous interroger. Et si des gens ont estimé que on les représentait pas, que ce qu'on disait, ça leur parlait pas, on peut se dire, bah non, mais on va leur expliquer plus fort. Ça marchera toujours pas. Donc, quand ça marche pas entre un électeur et un parti, c'est le parti qui doit changer. Et ça, on l'a affirmé très clairement dans le cadre du Congrès. Donc, nous allons changer, nous allons nous mettre en risque et nous ouvrirons à la fin du mois. Alors, on a appelé ça les États généraux de l'écologie. Ça s'appellera autrement, mais ça, ce sera la surprise au moment où on le lancera. Et on va lancer quelques mois de réflexion où on va se taire et écouter. Pas juste écouter d'ailleurs, mais entendre et prendre en compte. C'est-à-dire qu'on veut qu'à la fin de ce mandat, il y ait 1 million de sympathisants écologistes en France. Et ces personnes, elles existent déjà. Comment construire du coup ce mouvement avec 1 million, sachant que là, aujourd'hui, on parle de 15 000 alors, c'est 15 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je veux 1 million de sympathisants pour l'écologie. Mais je pense qu'ils existent déjà. C'est juste qu'il n'y a nulle part aujourd'hui en France, ou alors il y a plein d'endroits, et du coup, à la fin, nulle part, où vous levez la main en disant « Moi, je suis sympathisant écologie, je suis ici, comment on s'organise ?» Il y a Bruno Latour, le regretté philosophe de l'écologie, qui parlait beaucoup de la classe écologique. On connaît les classes sociales, au sens marxiste du terme, qui continuent d'exister. La classe écologique, elle est trans-classe sociale. Ça transcende tout ça. Elle existe. Il y a une majorité culturelle pour l'écologie en France aujourd'hui. Mais elle n'est pas consciente d'elle-même. Et tant que cette classe n'est pas consciente d'elle-même, de sa force, de sa potentielle majorité, alors elle ne peut pas être fière d'elle-même, ce qui est un moteur d'action assez important. Elle ne se structure pas, elle ne s'organise pas. Et ça, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Alors qu'en face, d'ailleurs, ils sont très organisés. Ils sont moins nombreux, mais très organisés. Ils ont l'argent, ils ont les médias, et ils sont très organisés. Donc, on est obligé de passer par là, si on veut faire tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Et ce mouvement, si c'est les 15 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts qui l'organisent et qui le pensent, alors il nous ressemblera à nous, mais ça ne servira à rien parce que nous, on est déjà là. Donc, c'est pour ça qu'on doit passer par ce processus et on travaille avec des spécialistes de la démocratie ouverte, de la démocratie participative pour voir quelle est la meilleure méthode possible pour ne pas faire comme Emmanuel Macron, provoquer un grand débat qui à la fin atterrit sur rien et génère plus de frustration, pour vraiment aller sur les territoires parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le Congrès sur la montagne. Il y a 20% des Françaises et des Français qui habitent en zone de montagne, sur les ruralités, sur les quartiers populaires, sur l'outre-mer. Il faut qu'on arrive sur ces territoires à aussi prendre en compte les spécificités et des personnes qui, en réalité, sont déjà écologistes. Dans les quartiers populaires, moi, je suis allée voir et ils reprennent en main leur destin. Ils montent des jardins partagés où les enfants, du coup, vont apporter des épluchures pour récupérer des œufs de poule. Et puis, c'est le lieu, quand il y a un espace vert, en général, ça crée de la convivialité. Vous sortez de chez vous, vous marchez, c'est bon pour la santé, vous respirez mieux. Enfin, c'est vraiment des cercles vertueux et c'est pas de l'écologie théorique, c'est du cadre de vie concret pour tout de suite. Dans les ruralités, c'est pas normal que les gens qui habitent en ruralité, ils votent pas plus écologistes. C'est vraiment qu'on est nuls. Nous, s'ils n'ont pas envie de voter pour nous à la fin, alors qu'ils recyclent leur eau de pluie, qu'ils en auront le bol de la chasse pour certains d'entre eux, de la chasse à outrance, pas de tous les chasseurs, mais de ceux qui tirent au fond de leur jardin en confondant les gens avec des cerfs à travers la haie. C'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. Ils ont leur potager, etc. Et donc, s'ils ne se rendent pas représentés par nous, c'est peut-être qu'on n'avait pas les bonnes incarnations. Ça ne remet pas en cause la légitimité, le travail, l'écologitude des personnes qui incarnaient l'écologie jusqu'à présent. Mais peut-être que ces profils se ressemblaient trop, tous, et qui manquait de diversité dans nos incarnations, de gens qui aient d'autres parcours, qui représentent d'autres choses, d'autres histoires militantes. C'est ça qu'on a commencé à construire au Congrès et on va continuer. J'ai enregistré un épisode sur l'affaire du siècle. Comment est-ce que tout ça, on fait en sorte que les gens qui, de toute façon, ce que tu disais, adhèrent à ce message-là, aient envie de le porter? Je vais vous prendre l'exemple de la chasse qui est intéressant. Il y a une étude de France Nature Environnement qui sort, qui dit que 95% des Français sont favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche. Moi, je la prends la veille.
par ailleurs, je n'étais pas secrétaire nationale depuis assez longtemps, mais si nos 1 million de sympathisants avaient su 2 jours avant que cette étude sortait et qu'on avait organisé la campagne pour accompagner avec tout le peuple de l'écologie la protestation contre ça, avec des manifestations, avec une action le dimanche dans tous les endroits de chasse et de nature. Vous voyez, les chasseurs ont été organisés. Ils ont envoyé Willy Schran, qui d'ailleurs mange à l'Élysée aussi souvent qu'il veut, le gouvernement, les chasseurs, les élus locaux soutiennent les chasseurs, tout ça a été organisé. Nous, c'est pas organisé par fainéantise ou tout ça, c'est le lieu où ça peut s'organiser n'existe pas encore. C'est ça qu'on va faire. Et je prends l'exemple là de la chasse le dimanche, mais c'est ça qu'il faut faire sur les pesticides, avec des associations de parents dont les enfants sont malades et qui en ont ras-le-bol, avec des médecins, avec des gens qui ont fait l'effort, eux, de passer au bio, mais que le système ne prend pas du tout en compte, n'aide pas, c'est-à-dire que leur utilité sociale, leur externalité positive ne sont pas récompensées, là où la désutilité sociale d'autres est valorisée. Et voilà, il faut qu'on se fédère. Les autres sont organisés, nous pas assez. Et pour le coup, c'est pas par mésentente. On s'entend tous. Là, je suis en train de rencontrer un par un tous les présidents d'ONG ou les directeurs généraux, etc. On a tous déjà travaillé ensemble. Moi, ça fait 8 ans que j'organise les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts à chaque rentrée où on se retrouve tous, où on débat, etc. Mais en fait, on est tellement tous dans l'urgence tout le temps, avec pas beaucoup de moyens, ni financiers, ni humains, ni militants, et plein de choses à faire, que vous voyez, on n'a pas forcément pris ce temps de se concerter, de travailler beaucoup ensemble. Et en fait, ça prend du temps de s'organiser, de se fédérer, mais ça nous ferait gagner tellement d'impact qu'à la fin, je pense que c'est un investissement nécessaire et c'est ça qu'on doit construire, pas juste l'écologie politique, mais l'écologie de manière générale. Le peuple de l'écologie, avec à sa place chacun, qu'il soit syndicaliste, associatif, politique, mais organisé. Ok, on va manquer un peu de temps parce que tu as un agenda très chargé aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de tes convictions et des mesures. Si tu pouvais accéder à l'exécutif aujourd'hui, qu'est-ce que seraient tes 3 mesures phares? Question piège. Enfin, pas question piège, mais j'ai pas prévu de l'être demain. Donc, du coup, je t'avoue que dans tout ce qu'on dit, je n'ai pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'opposition, mais du coup, si on était dans l'action de faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on permette à chaque Française et chaque Français d'avoir un mode de vie écolo et émancipateur. C'est-à-dire qu'il faut que les maisons des Françaises et des Français soient correctement isolées. C'est ce que prône Dernière Rénovation et c'est bon pour la santé, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est vraiment une mesure qui est vertueuse. Et que nos maires écolos, pas les nouveaux là, mais bien avant, à Los-Angoël, dans le Pas-de-Calais, à Grande-Sainte, dans le Nord, des logements sociaux qui étaient positifs en énergie. Et donc les personnes qui y habitaient et qui faisaient partie des plus précaires de la ville avaient des factures d'énergie égales à 0 €. Et ça changeait tout. Ça changeait tout pour le bien-être de leurs enfants, pour la facilité à se concentrer pour faire ses devoirs, sur le moral aussi des personnes, évidemment. Bref, ça change tout et c'est du bonheur. Je pense que l'alimentation est cruciale aussi et que on nous enferme dans ce modèle productiviste en nous disant mais il faut bien nourrir les gens. Et puis les agriculteurs, ils vont mal et vous voulez qu'ils aillent encore plus mal. Mais le fait qu'ils aillent mal, il montre bien que ce système, non seulement il met en danger nos santé avec les pesticides, etc., et la santé des agriculteurs, mais s'il garantissait qu'ils aient un bon niveau de vie, on n'en serait pas là. On n'aurait pas autant de suicides d'agriculteurs, autant d'exploitations qui ferment. Il en fait peut-être vivre bien quelques-uns, ceux qui vivent le mieux dans la profession, mais c'est pas vrai que ce modèle fait vivre bien les agriculteurs, c'est un piège. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à réformer l'agriculture, du côté de la production, mais aussi du côté de la consommation, avec en bout de chaîne la restauration collective et individuelle, plus de bio, plus de produits locaux, et en relocalisant les productions. Et puis là, je stresse parce que j'ai plus qu'une mesure que j'ai le droit de vous dire, parce que vous m'avez dit 3. Mais je pense que la question des mobilités est cruciale, que ce débat, il est caricaturé, qu'on nous explique que le problème dans la vie, c'est les gens qui ont des diesels à la campagne, alors que c'est pas vraiment eux le problème. Et que je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêtes à se passer de la voiture là où c'est possible, c'est-à-dire pas partout, mais à condition d'avoir des transports en commun qui fonctionnent. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans trop d'endroits. Ça progresse dans les vies d'écologistes et je sais que nos maires écologistes mettent beaucoup là-dessus, avec des tarifs sociaux dans les transports pour que ce soit vraiment accessible à tous. Je sais que la métropole de Lyon a mis en place par exemple un système où les boursiers peuvent avoir des vélos électriques en plus pas reconditionnés, mais on leur donne une deuxième vie en France, etc., qui font marcher l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est des projets qui sont magnifiques, mais je ne comprends pas qu'en France, ils soient
encore aussi cher de voyager en train que parfois les gens prennent l'avion parce que c'est moins cher. Et de mettre en place un ticket qui serait valable partout, parce qu'aujourd'hui, rien que prendre le métro, moi qui me déplace beaucoup, dans chaque ville, il faut des tickets différents, c'est pas le même système, on se fait contrôler, on n'a pas le bon truc, on dit mais j'étais la semaine dernière dans une ville, ça marchait pas comme ça, j'ai pas compris, désolé. C'est compliqué, quoi. Et même, vous voyez, des fois, à la gare d'Hénin-Beaumont, où il n'y a que 2 quais, je prends le train quasiment tous les jours, hein, et ça m'arrive très souvent d'avoir quelqu'un qui dit je comprends pas, mon train il est pas là. Bah oui, c'était le quai d'en face. C'est dur en fait, ça s'apprend à prendre le train. C'est pas mécanique, et donc c'est déjà suffisamment compliqué, y compris dans le truc, le quai, voir à quelle voie c'est, aller au bon endroit, pas se tromper de wagon avec les différentes classes, etc. Mais simplifions les tarifs, simplifions les billets, et avec une forme de passe unique. Ce qui se fait dans beaucoup de pays limitrophes aujourd'hui avec la crise énergétique. Et permettons aux gens de se déplacer partout, et surtout c'est aussi émancipateur. Je sais que les Verts au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, avant les Hauts-de-France, avaient mis en place le ticket TER mer à 1 €. Et tous les week-ends de l'été, pour 1 €, d'où que vous partiez dans la région, vous pouviez aller à la mer. Et c'était des moments, vous voyez, vous vous mettiez sur le quai, vous voyez toutes ces familles qui arrivaient avec la glacière, les trucs pour les enfants, et c'était beau, quoi. Et tout le monde rigolait, et ça chantait dans le train, et on donnait aussi un accès aux vacances pour tous. L'écologie, c'est ça aussi, hein. C'est du temps libre, c'est pouvoir vivre sa vie, quoi. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on pense une écologie qui soit source de joie et qui améliore concrètement le quotidien des gens, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, tout en leur faisant croire que c'est ça qu'on fait. En fait, on les rend prisonniers d'un truc en leur disant qu'ils n'ont pas le choix, que ce sera pire sinon. Mais c'est faux, il faut faire voler en éclats ça. Dans un entretien, tu parles d'un mouvement qui pense la décroissance, l'opposition au capitalisme ou au néolibéralisme économique, au productivisme et au nationalisme au pluriel. C'est mon grand-père qui a déniché cette citation, moi je ne l'avais pas trouvée. Donc tu vois, c'est vraiment une écriture en co-construction, cet épisode aussi. Mon grand-père, il est à Aix-en-Provence. Non, mais la citation. Il faudra qu'il me le dise. C'est dans un entretien écrit. Non, mais c'est beau cette phrase. Et il m'a dit texto, enfin en langage purement écolo, je me rappelle pas avoir entendu cette idée au cours de l'une ou l'autre des dernières campagnes électorales, présidentielles ou législatives. C'est des paroles fortes pour une personne qui est jugée assez consensuelle et pragmatique au sein du parti. Ça n'a pas été dit par Yannick Jadot, ça n'a pas été dit par Sandrine Rousseau, qui ont quand même tous les deux plutôt balayé cette question en la mettant de côté. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour faire progresser cette idée de décroissance, aussi bien pour la gauche que pour la droite ? Alors, on me pose souvent la question du capitalisme, qui est un peu la même finalement. On dit, vous faites comment ? C'est quoi votre position ? Et ce que je réponds parfois, c'est, vous prenez une forêt, l'écologiste veut la préserver, la protéger, le capitaliste veut l'exploiter. C'est ça la grosse différence à la base. Alors, le sujet de décroissance, on peut en débattre des heures. En fait, c'est un sujet difficile parce que c'est quoi la croissance ? La croissance de quoi ? Et on est déjà, comme écolo rebelle, depuis des années, occupés à remettre en question la manière dont on compte la croissance. C'est un indicateur du PIB qui fait qu'aujourd'hui, on décide en France ou dans le monde s'il y a croissance ou pas. Il n'a aucun sens. Et donc, quand on me dit, est-ce que vous êtes décroissante ? Oui, dans l'esprit philosophique de la décroissance et de ce que j'en lis, je le suis. Mais c'est se déterminer par rapport à des indicateurs qu'on conteste. Et donc, la vraie question, c'est la croissance de quoi et la décroissance de quoi ? Je suis pour la décroissance de la fabrication d'armes. Je suis pour la croissance de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, je ne suis pas pour la décroissance de tout. Et deuxièmement, je pense que ce mot décroissance peut être un obstacle pour certaines personnes. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans des territoires très populaires où il y a une grande partie de la population qui relève de l'aide alimentaire, par exemple, si vous allez les voir en disant décroissance, ou comme l'a dit le président Emmanuel Macron, c'est la fin de l'abondance, lui, il va dire l'abondance de quoi ? Et moi, je ne peux pas avoir moins, en fait, c'est pas possible. Et je suis d'accord avec ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention quand on parle d'écologie populaire, à manier bien les concepts et à faire attention à comment on les explique, que le ressenti des personnes qu'on a à convaincre soit pas contraire à ce qu'on voulait dire au début. Et évidemment, quand on parle de décroissance, on parle de sobriété choisie et non pas subie. Beaucoup trop la subissent aujourd'hui. On parle aussi en fait de prospérité. Ça, la vraie question derrière, de partage des richesses. Et on a un vrai sujet des milliardaires aujourd'hui. Le rapport d'Oxfam qui est sorti là en début de semaine montre bien que sur les 2 tiers de la richesse créée depuis le début du Covid a été captée par 1% de la population. C'est ça le sujet. Donc, philosophiquement, la décroissance, oui. Je suis très alignée avec les personnes qui la portent, avec ce qu'ils ont pu produire, avec leur état d'esprit et ce qu'ils en disent. Mais voilà,
Et surtout, il faut qu'on explique aux gens c'est quoi la société sans croissance. Et notamment, comment marche la protection sociale sans croissance. On parle beaucoup aujourd'hui des retraites, on va parler du chômage, de l'assurance chômage, de l'assurance maladie. C'est des systèmes de protection sociale qui ont été conçus par le Conseil national de la résistance après la guerre dans un monde à l'époque dont on pensait que la croissance serait infinie et tout le temps. Et donc, les croissances, PIB, tac, 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 emploi, paf, contribution, ça alimente les caisses, ça alimente les gens. Et ça tournait comme ça. Dans un monde sans croissance, il faut repenser aussi la solidarité. Donc moi, je pense que décroissance peut être synonyme de plus de prospérité. C'est comme ça qu'on recherche à la fin, plus que l'argent, la prospérité. Mais que ça nécessite de se projeter vraiment sur tous les pans de la société et sur comment on fait concrètement. Et alors du coup, la question supplémentaire, complémentaire, comment est-ce qu'on rend cette décroissance désirable ? Donc tu parles d'expliquer ce que ça implique, mais j'ai pas l'impression que ce soit compréhensible facilement. Ce serait quoi la façon la plus simple de l'expliquer, de parler quand on parle de prospérité, en fait, on parle de quoi ? Est-ce qu'on parle d'un indicateur différent, d'un bien-être plutôt que d'un PIB ? Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Déjà, si c'était simple, ça se saurait. et l'écologie, c'est à la fois très simple, mais c'est aussi dans la mise en œuvre concrète de la complexité. C'est pour ça qu'on est là. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup, on nous a dit « Ah, mais ils veulent la société sans croissance, ils sont utopistes. » Mais la société sans croissance, elle est là, déjà. Ce qui est pire, c'est comme pour le nucléaire. Quand ils disent « Ouais, mais ils veulent sortir du nucléaire, nous on est contre. » Bah oui, mais en fait, de fait, ton truc ne marche pas. Donc, comment on fait ? On attend dans 50 ans d'être vraiment dans l'impasse. On construit toute notre politique énergétique sur un EPR dont on sait qu'il ne marchera pas. Et donc, on se met en échec pour dans 30 ans, je vous l'annonce. Sur la croissance, c'est pareil. Les gens disent « Non, mais nous, on est pour, on est contre. » Mais à la fin, on ne te demande pas d'être pour ou contre. Elle n'est plus là. Elle ne reviendra pas. Et nos ressources naturelles, qui l'ont alimentée de manière insatiable, elles ne sont plus là non plus. Donc, comment on fait ? Donc, vous voyez, on n'est pas dans un truc d'utopie. De toute manière, que les gens soient d'accord ou pas, nous entrons dans un monde sans croissance. La question de la prospérité, du coup, est plus importante, tu l'as dit. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les travaux, par exemple, de Cécile Renoir c'est une religieuse assomptionniste qui est aussi économiste. Podcast, il y a un mois. Ah bah, j'adore Cécile, elle me faisait un texto ce matin. Et ils ont travaillé sur le facteur 12. Ouais. C'est-à-dire montrer qu'à un moment, dans une société, on peut concevoir que les gens ils gagnent plus, certains que d'autres, parce qu'ils décident, certains décident de travailler moins, d'autres plus, de faire plus d'efforts. On peut prendre en compte, même si c'est contestable, le truc de mérite, de talent, d'effort, de tout ce qu'on veut. Elle dit, des écarts de richesse entre 1 et 12, pourquoi pas ? Au-delà de 12, c'est pas compréhensible, forcément ça n'a pas de sens. Et ce qu'il démontre et qui est intéressant, c'est que, y compris, on peut se dire, bah oui, bon, ça, ceux qui gagnent moins, ils vont être d'accord, mais ceux qui gagnent plus, ils vont pas être d'accord. Et en réalité, même pour ceux qui sont très en haut de l'échelle, au-delà d'un certain salaire ou d'un certain niveau de vie, c'est pas vrai qu'ils vivent mieux même pour eux. Parce qu'au fond d'eux, le truc d'inégalité, ils voient bien que c'est pas légitime, parce qu'ils se sentent forcément menacés et que plus vous avez peur de perdre, que vous avez peur que vos enfants n'arrivent pas aussi bien que vous ne savez parfois, pardonnez-moi l'expression, mais plus quoi foutre de votre pognon. Et sûrement que c'est des problèmes de riches, mais moi, quand je vois certains ce qu'ils font avec leur pognon, tu te dis, c'est pas possible, en fait. À un moment, ça devient une fuite en avant, et de toute façon, c'est jamais assez. Et à la 22e voiture de sport, est-ce que la 23e te procure vraiment plus de bonheur ? Je ne suis pas sûre. Et puis en plus, cet argent qu'on a au bout d'un certain temps est très, très climaticide. Ça, on le sait dans les loisirs des ultra-riches et les super yachts et tout ça. Aussi. C'est ça. Mais donc, du coup, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que objectivement, on a tous intérêt à une société qui soit plus égalitaire parce que la justice permet aussi le vivre ensemble, des règles qui soient acceptées par tous. Et moi, j'ai beaucoup lu le Léviathan, vous savez, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Et je me dis souvent, mais il y a une propension à consentir à ce système quand même, tous. Si ce système marche encore, si ces ultra-milliardaires continuent à faire ça, c'est quelque part, tous, chaque jour, on y consent collectivement. Alors peut-être parce qu'on ne sait pas comment faire, peut-être parce qu'on est déprimé, peut-être parce qu'on a intériorisé le système de domination, pour plein d'autres raisons. Mais je pense que cette propension collective à consentir est usée jusque la corde. Et que c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les semaines qui viennent avec les manifestations retraites, que ça ne tiendra plus. Et que, y compris dans l'intérêt des plus riches, on doit repenser cette redistribution, ce partage des richesses, un monde plus juste et qui serait, puisque justice sociale et environnementale sont intimement liées, du coup meilleur pour le climat et donc à la fin pour notre survie à tous. Je sais bien que les très très riches construisent des super bunkers pour qu'au moment de l'effondrement, ils aient leur bunker de luxe autosuffisant. Mais franchement, je pense qu'on a tous intérêt à ce que ce moment n'arrive pas.
Ça tombe bien du coup que tu me disais que tu aimais bien Cécile Renoir, parce qu'elle me disait dans un épisode qui est sorti fin novembre ou début décembre que des entreprises devaient s'attendre à fermer, qu'en fait on ne peut pas sauver tous les emplois, qu'il y a plein de cœurs de métiers qui sont pas soutenables, et du coup en fait il y a des entreprises qui doivent ou alors se transformer fondamentalement ou alors s'arrêter. Est-ce que du coup toi tu penses qu'une transition forte détruira de nombreux emplois? Et là aussi, je te l'explique comme je te l'expliquais sur le nucléaire et comme je te l'expliquais sur la croissance. Les emplois ferment déjà. Et c'est pas de la faute des écologistes. Quand l'industrie automobile délocalise, c'est pas de la faute des écologistes. C'est les lois du marché elles-mêmes qui font qu'à un moment, le capitalisme induit du dumping social, induit qu'on aille produire de plus en plus loin, même si c'est complètement con, parce qu'après, il faut rapatrier, que ça coûte très cher. Mais ça coûte quand même moins cher de faire comme ça. En tout cas, ça coûte cher à notre écosystème, à la planète. Et donc, oui, la transition, c'est une destruction créatrice, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la destruction existe déjà, on n'a juste pas la partie créatrice, du coup. Avec l'écologie, en se posant ensemble les bonnes questions de vers quoi on va et de les personnes qui sont attachées à un métier, vers quoi on les oriente, à quoi on les forme, comment on prend en compte leur expérience, leur savoir-faire, leurs envies aussi, leurs besoins. Et puis eux, parce que c'est pas les emplois, c'est des gens qui ont peut-être des envies, des besoins, et qui veulent faire des choses, qui ne veulent pas faire d'autres choses, qui veulent vivre d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et puis aussi, où les gens vivent, moi je sais que quand j'entends qu'on dit aux gens qui peuvent aller bosser à 40 km, que c'est pas grave, leur usine change de site, mais on leur propose un emploi à l'autre bout de la France. Enfin, il faut qu'on parte de tout ça, en se disant qu'il faut mieux partager le travail, qu'on doit travailler moins globalement dans sa vie pour que tout le monde travaille, et que tout le monde ait accès à un travail, et pas n'importe quel travail. Et puis aussi que dans le monde de l'entreprise, on fasse en sorte que les salariés se réapproprient leur travail, se réapproprient la gouvernance de leur entreprise. Et ça, on travaille beaucoup avec le milieu des SCOP, avec l'économie sociale et solidaire, à montrer aussi que le travail peut être émancipateur, parce que dans ces modes de gouvernance, tout est transparent, qu'on n'a pas l'impression de travailler pour quelqu'un qui a 8000 km à compter ses billets, qu'on a l'impression que la répartition des richesses est juste, qu'on partage les profits, mais aussi les difficultés, et qu'il n'y a pas cette déconnexion entre des dirigeants qui disent « mais vous comprenez rien, vous comprenez pas tous les problèmes, vous comprenez rien », parce qu'en fait, du coup, tout le monde comprend, parce que tout le monde partage aussi les constats, etc. Et je pense que c'est une manière de faire qui est plus juste et qu'on doit développer de plus en plus. C'est sûrement ça l'avenir du monde du travail. Alors, l'épisode touche à sa fin. Pour terminer, je voudrais un petit exercice de prospective. Tu as commencé du coup à y répondre, mais pour toi, qu'est-ce que c'est un pays profondément écologique, GIC ou GIST? Les deux nous vont. Mais c'est intéressant que tu poses la question d'un point de vue du pays, parce qu'en tant qu'écologiste, on s'appelle d'ailleurs Europe Écologie Les Verts, c'est aussi parce que on ne peut pas juste travailler ça d'un point de vue franco-français, et que la pollution de l'air, que le changement climatique, que l'effondrement de la biodiversité, que la gestion de notre ressource en eau, c'est des sujets qui vont bien au-delà de nos simples frontières. Donc, je peux te parler d'une société écologique plus que d'un pays écologique, mais on a commencé à en parler. C'est un partage. En fait, c'est de la justice. L'écologie, c'est de la justice et de la dignité. Et tout ça conduit à une société qui est émancipatrice et qui est durable. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser de manière assez prosaïque, c'est que les enfants qui naissent en 2022 ou même en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Et évidemment, puisqu'on va passer beaucoup de temps ces prochaines semaines à manifester pour nos retraites, qu'il faut le faire là maintenant pour combattre cette réforme injuste, mais que dans un monde à plus 4 degrés, on ne sera pas en train de débattre capitalisation ou répartition 60 ou 65 ans. Au moment où il y a l'effondrement, c'est pas le système de retraite qui reste en dernier. Donc il faut qu'on arrive. On en discute beaucoup chez les Verts. On vous a parlé des états généraux de l'écologie, de comment on va faire. Et du coup, je l'ai pas encore fait, donc je le fais. J'invite les gens à venir sur lesécologistes.fr, qui est le site où en fait on peut signaler en disant ça m'intéresse. Ça n'engage à rien d'autre que dire ça m'intéresse. Et du coup, être contacté pour la suite du processus, pouvoir donner son avis, etc. C'est ça qu'il faut qu'on écrive ensemble. C'est quoi le ecological way of life? On essaye de vous faire croire que c'est triste, que c'est sombre, que c'est subi, que c'est punitif. C'est faux. Et il faut on le fait déjà au niveau des villes, on l'a fait au niveau de la France, on l'a fait au niveau de l'Europe, mais c'est quoi le récit global? C'est-à-dire qu'en fait, ensemble, on décide que nous sommes ici, que nous voulons aller là-bas, c'est là qu'on aspire à être, et on le décline en fait
de manière rétroactive par élection. Pour à chaque élection porter un bout en fait du projet d'un point de vue municipal, départemental, régional, etc. Mais en tout cas, je vous ai parlé de valeurs plus que de choses très concrètes pour pas me disperser, parce qu'en plus si je vous parle de mobilité, on va me dire que j'ai pas parlé d'alimentation, et si je parle d'alimentation, j'aurais pas parlé de culture, et si je parle de culture, j'aurais pas parlé d'éducation. Mais évidemment que notre projet, il existe, il s'appelle Vivant, ça c'est notre projet, le dernier en date, mais on avait fait Vivre mieux, on en a fait plusieurs, et tout ça est cohérent, ça fait quand même 40 ans qu'on a le mérite de la constance, qu'on raconte des choses cohérentes. Donc voilà, je vais pas vous faire tous les domaines un par un. Vous pouvez aller lire notre projet sur le site de lv.fr. Mais ce que je peux vous dire, ce sont ces valeurs. Et je pense que la justice, la dignité et l'habitabilité de la planète sont sûrement les 3 mots qui résument le mieux là où on veut vous emmener. Est-ce que ça a un sens d'avoir un pays dirigé par des écologistes, ou il faudrait que ce soit l'Europe d'une façon générale ? Il faut les deux. Parce que si vous avez un Parlement européen à majorité écologiste, que je souhaite pour les élections européennes de 2024, mais que la Commission européenne... C'est possible ou c'est long shot ? Est-ce que ça va être compliqué ? On voit quand même l'écologie progresser dans beaucoup de pays d'Europe. On voit juste que les nationalistes progressent également et que c'est un gros péril. Donc, moi, j'ai dit depuis longtemps que j'étais, comme le disait Gors, dans écologie ou barbarie. C'est-à-dire qu'en fait, le vieux monde s'effondre et il peut laisser la place à l'écologie ou à la barbarie. C'est ça les deux futurs possibles, et qu'évidemment, vous avez compris pour lequel moi je militais. Mais en tout cas, si vous avez un Parlement européen à majorité écologiste, mais que la Commission européenne ne l'est pas, et que tous les États membres qui siègent ne le sont pas, vous n'irez pas très très loin. Donc c'est pour ça que l'écologie a toujours été, je le dis depuis longtemps, un travail d'équipe où chacun doit être à son poste. Et il faut la faire progresser à tous les échelons. On vous a parlé là de l'échelon, y compris municipal, mais ça peut descendre plus bas, dans les conseils de quartier, dans les conseils dans les parents d'élèves, dans les syndicats, dans chaque structure professionnelle. Enfin, l'écologie doit être là, partout, tout le temps, et défendre pied à pied l'habitabilité de la planète. Merci, c'est une très belle phrase de conclusion pour cet épisode. Merci à vous, c'était Marine. Intéressant. Oui, à bientôt. J'irai écouter tous les autres épisodes dont on a parlé, du coup, évidemment. Bon courage, je pense qu'il y a 1 mois et demi d'écoute non-stop. Je vais commencer par Cécile Renoir. Très bien, je t'enverrai le lien en Parfait. privé. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.